Lorsque la porte du garage s'est ouverte en gémissant, personne ne savait quels secrets allaient en sortir. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la propriété de Bruce Lee était plus qu'une collection de voitures, c'était un manifeste sur roue, le plan d'un homme qui vivait au-delà du cinéma de la culture et du combat. Dans le silence taché d'huile trônaient des reliques d'ambition, d'identité et d'appartenance. Certaines n'ont pas de prix, d'autres étranges, toutes profondément personnelles. Pour la première fois depuis sa mort soudaine, le monde était sur le point de voir ce que Bruce Lee avait vraiment laissé derrière lui. La mort de Bruce Lee. Le 20 juillet 1973 a provoqué une onde de choc dans le monde entier. À 32 ans seulement, il disparaissait quelques semaines avant qu'Enter the Dragon ne devienne une icône mondiale. L'après-coup fut un véritable chaos, frénésie médiatique, théorie du complot, deuil sans fin. Mais, tandis que le monde était obsédé par les autopsies et les questions sans réponse, un mystère restait caché. Son garage. Pendant des années, il est resté scellé d'abord par respect, puis par nécessité juridique. Linda Lee, gérant les procès, les interviews et son propre deuil, le garage est devenu intouchable. Un sanctuaire oublié. Ce n'est que lorsque la maison a été préparée pour la vente qu'une équipe d'inventaire a finalement ouvert la lourde porte. Ce qu'ils ont vu a stupéfié même ses proches. Au centre, sous une bâche poussiéreuse, trône une Mercedes-Benz 350 SL rouge de 1972. Même couverte de crasse, elle rayonnait d'une autorité tranquille. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration. À une époque où Hollywood faisait à peine de la place aux acteurs asiatiques, le choix de Bruce Lee pour un élégant roadster européen n'était pas un hasard. C'était un statut, c'était la preuve qu'il était arrivé. Lorsque Bruce a rapatrié sa famille à Hong Kong, la Mercedes l'a accompagné. Un rappel roulant qu'il avait fait ce que personne avant lui n'avait fait. Percé à Hollywood selon ses propres termes. Des caisses en bois sont garées à côté de la Benz, certaines empilées avec du matériel d'arts martiaux, d'autres remplies de boîtes étiquetées avec l'écriture de Bruce. Modes d'entraînement, des ébauches de scénarios, des notes personnelles. Un dossier vert marqué Rolls RR contenait des lettres et des reçus de concessionnaires, preuve que Bruce avait déjà les yeux rivés sur sa prochaine voiture de prestige. Pour les personnes présentes, le garage ressemblait à un portrait sans phare de l'homme derrière le mythe. Non pas Bruce Lee, l'icône immortalisée, mais Bruce Lee, l'être humain sans repos. Ses outils, ses ambitions, ses contradictions, préservés dans l'acier, la sueur et le silence. Parmi la poussière et les caisses, un objet attire l'attention, la 350 SL rouge. Basse, élégante, indubitablement européenne, ce n'était pas la voiture la plus tape à l'œil d'Hollywood. Mais c'est bien là l'essentiel. Il ne s'agissait pas d'un achat impulsif. C'était une décision calculée. La 350 SL était synonyme d'équilibre, de contrôle et de sophistication tranquille. Avec son V8 de 4,5 litres, ce n'était pas du muscle à l'état brut, c'était de la précision. Tout comme Bruce lui-même. Vue dans les rues de Hong Kong, la Mercedes n'était pas seulement personnelle. Elle était politique. Elle déclarait ce que Hollywood refusait d'admettre: Bruce Lee avait sa place, publiquement, de façon permanente. Et le garage. Ce n'était pas un espace de stockage. C'était une capsule temporelle. L'autoportrait d'un homme qui a changé le monde d'un coup de pied, une philosophie, un choix à la fois. Cela reflétait sa propre obsession de la performance et de la discipline. Posséder une décapotable de luxe allemande au début des années 70 en particulier, pour un acteur asiatique qui commençait à percer, n'était pas seulement une question de goût. C'était une déclaration. Bruce Lee n'était pas de passage à Hollywood. Il était arrivé et il était là pour rester. Des photos du plateau de tournage d'Enter the Dragon le montrent arrivant dans le SL en sortant avec le même détachement cool qu'il portait à l'écran. Des amis se souviennent des promenades nocturnes sur Sunset Boulevard. Le toit baissé, ses lunettes d'aviateur sur la tête. Dan Inosanto, un proche étudiant et collaborateur, a fait remarquer un jour que Bruce ne se contentait pas de conduire cette voiture, mais qu'il se déplaçait avec elle. Elle était son prolongement.
Lorsque le garage a été ouvert après sa mort, l'état de la voiture était étonnamment préservé. Le cuir était craquelé mais intact. Le tableau de bord contenait encore les lunettes de soleil préférées de Bruce. La boîte à gants contenait des enveloppes pliées du California DMV et un reçu d'une station de lavage de Los Angeles, daté du 18 juillet 1973, 2 jours avant sa mort. Ce n'était pas une pièce maîtresse. Il a été bien utilisé et bien aimé. Et cela se voit. Cette voiture a manifestement été utilisée régulièrement. C'était la fierté et la joie de Bruce. Mais au-delà de ses détails techniques et de son histoire, la Mercedes révèle quelque chose de plus profond sur Bruce Lee. Dans un secteur où la perception est primordiale, cette voiture faisait partie de son armure. Il n'était pas seulement un artiste martial, c'était une star, et la Mercedes l'aidait à le montrer. Elle l'a éloigné du stéréotype de l'homme asiatique humble et soumis un rôle qu'Hollywood a essayé de lui faire endosser à maintes reprises. Il a refusé d'être défini par des limites. Il a donc choisi une voiture capable de tenir son rang sur Mulholland Drive ou Sunset Strip. Une voiture qui fait tourner les têtes lorsqu'elle est garée devant le Château Marmont ou les Golden Harvest Studios. Quelque chose qui dit sans mots « Je ne suis pas un visiteur ici. J'ai ma place ». Lorsqu'il est retourné à Hong Kong, la voiture a raconté l'histoire d'une star hollywoodienne. Pour ceux qui ont découvert la voiture après sa mort, le message résonnait encore fort. De tous les objets trouvés dans le garage de Bruce Lee, rien ne reflétait mieux sa philosophie, son combat pour la reconnaissance que la Mercedes rouge. Mais de son vivant, Bruce Lee avait jeté son dévolu sur d'autres voitures qui lui offriraient ce statut de star. Et en matière de voitures, il n'y avait pas de meilleur homme à copier que Steve McQueen la Porsche, qui s'est fait la malle. L'appétit de Bruce Lee pour la performance ne se limitait pas aux arts martiaux. Il était fasciné par les machines qui exigeaient de la discipline, les véhicules conçus avec la même précision que celle qu'il exigeait de son propre corps. Il n'est donc pas surprenant qu'au début de l'année 1973, Bruce Lee ait commencé à lorgner sérieusement sur une Porsche 911 S Targa. Plus précisément, un modèle argenté de 1968. Élégante et agile, elle est célèbre pour avoir été conduite par Steve McQueen. Selon Linda Lee Bruce, admirait depuis longtemps le sang-froid sans effort de McQueen, mais il ne voulait pas l'imiter. Il voulait être considéré comme son égal. À Hollywood, la voiture que vous conduisez a de l'importance. La Porsche n'était pas seulement rapide, c'était une déclaration. Un pont entre l'icône des arts martiaux et la royauté du cinéma américain. Mais cette Porsche représentait quelque chose pour Lee, et il l'a convoitée pendant des mois. L'histoire raconte que Lee a fait part de son intérêt à McQueen, qui lui a proposé de l'emmener faire un tour sur la route de Mulholland. Ce qui s'ensuivit n'était pas un essai routier ordinaire. McQueen, qui a suivi une formation de pilote amateur, pousse la voiture à fond dans les virages étroits et les pentes abruptes. Il a rétrogradé de façon agressive à épouser les virages sans visibilité et semble-t-il a gardé le sourire tout le temps. Bruce, habituellement calme, n'a pas été amusé. À un moment donné, il aurait dit qu'il tuerait McQueen et qu'il ne conduirait plus jamais avec lui. La leçon de conduite de McQueen a cependant une raison d'être. La Porsche 911 S Targa était une machine. Il faut savoir ce que l'on fait pour la conduire. Et apparemment, McQueen n'a pas confiance dans les capacités de conduite de son ami. De retour dans son garage, le moment semble se perpétuer sur papier. Dans une boîte en carton étiqueté, les responsables de la succession ont découvert une demande d'une page adressée à Beverly Hills Porsche Audi pour une 911 S Targa, ainsi qu'une note manuscrite collée dessus. Trop rigide. Pas pour les rues de Los Angeles. Il était signé simplement B. C'était du Bruce classique. Concise, pratique, honnête. Il a convoité la voiture pendant des mois, mais, une fois qu'il l'a essayée, elle n'a pas répondu à ses attentes. Ou plutôt, il a été découragé par McQueen. Pourtant, son intérêt pour la Porsche ne s'est pas complètement estompé. Dans un tiroir près de son établi, se trouve un modèle de la taille d'une boîte d'allumettes de la même voiture. Personne ne sait s'il s'agit d'un souvenir ou d'un rappel. Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est ce qui n'y figurait pas.
Bien que Bruce ait fini par acheter une Porsche, aucune Porsche n'a été retrouvée dans le garage après sa mort. Aucun document de propriété, aucun carnet d'entretien, juste la demande, la réplique du jouet et l'anecdote. Il est possible qu'elle ait été vendue avant le déménagement à Hong Kong. La voiture de ses rêves n'a peut-être pas répondu à ses attentes. Les fans qui espéraient des réponses à l'intérieur du garage n'ont eu droit qu'à des fragments et à une petite dose de déception. Mais ce que l'épisode a révélé sur Bruce Lee a perduré. Il n'était pas à la recherche d'objets tapés à l'œil. Il recherchait le contrôle, le sens et la fonction, qu'il s'agisse de chorégraphie, de philosophie ou de puissance. La Porsche était peut-être le symbole ultime du statut social, mais elle ne pouvait pas remplacer sa Mercedes-Benz bien-aimée. J'ai tout laissé là-dedans. La note manuscrite. Tout ce qui a été trouvé dans le garage de Bruce Lee n'était pas fait de métal de cuir ou de chrome. Certaines découvertes n'avaient pas de chevaux vapeur, juste du poids. Parmi les outils, les plans et les documents relatifs aux voitures découverts dans les années qui ont suivi sa mort, il y a un élément qui a laissé tout le monde sans voix. Une petite fiche tachée de graisse épinglée sur un panneau de liège au-dessus de son établi. À l'encre bleue délavée, on pouvait lire simplement « J'ai tout laissé là-dedans ». Il n'y a pas de signature, pas de date, pas de contexte clair. Mais l'écriture était indéniablement celle de Bruce. Ces 6 mots griffonnés en lettres capitales ont suscité plus de spéculation que tout ce qui a été découvert dans le garage. S'agissait-il d'une métaphore, d'une instruction littérale ou d'une réflexion sibylline? La carte se trouvait parmi des listes de numéros de pièces, des notes de chronométrage et des diagrammes d'équipement d'entraînement. Sur l'étagère du dessous des composants de moteur des cordes, à sauter des coussins de mise au point et un script à noter pour le jeu de la mort. Certains pensent que la note fait référence à ces véhicules symboles du statut qu'il a jadis désiré, mais qu'il est prêt à laisser derrière lui. D'autres pensent qu'il s'agit de son équipement d'entraînement sur mesure, dont il a parfois inventé lui-même. D'un point de vue plus philosophique, il pourrait s'agir d'une résignation tranquille, d'un moment d'introspection. Peut-être Bruce reconnaissait-il que tout ce à quoi il avait travaillé, la discipline, l'héritage, la perfection, était entreposé, non pas à la vue de tous, mais dans cet espace privé et encombré. Le garage n'était pas seulement un lieu de stockage. C'était le dernier endroit qu'il pouvait contrôler totalement. Pour ses proches, la note ressemblait à un message laissé à quelqu'un en particulier, peut-être. Linda, peut-être ses enfants, ou même son moi futur. J'ai tout laissé là-dedans. Ça ne ressemble pas à un regret. Cela ressemblait à une libération. Pour ajouter au mystère à côté de la carte, se trouvaient des croquis de nouveaux équipements d'entraînement, dont certains ressemblaient à des appareils de résistance qu'on ne verrait pas avant des décennies. En dessous, un plan détaillé d'un nouveau programme d'arts martiaux inachevé. Ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas un journal. C'était une déclaration épinglée, avec désinvolture dans la seule pièce que Bruce Lee avait vraiment pour lui, un espace rempli de voitures d'outils et de plans. Les choses qu'il n'a pas réalisées, les choses qu'il a construites. Parmi tous les objets trouvés dans le garage de Bruce Lee, aucun n'est plus éloquent que cette seule note. Pas un véhicule, pas une arme. 6 mots d'un homme qui en disait toujours plus avec moins. Connu pour ses réflexions philosophiques, ce mot a laissé tout le monde sans voix parce qu'il a été trouvé dans l'endroit le plus inattendu. Cependant, il suffit de regarder ses films pour se rendre compte que Bruce Lee avait probablement un lien plus étroit avec son garage et ses véhicules qu'on ne l'aurait imaginé. Pour les fans de Bruce Lee, la frontière entre l'homme et ses personnages a toujours été floue. Aussi, lorsque les experts en succession ont commencé à répertorier les objets se trouvant dans son garage après sa mort, ce ne sont pas seulement des biens personnels qu'ils ont découverts. C'était l'histoire de l'écran, le genre de souvenirs qui font le lien entre sa double vie d'artiste martial et d'icône mondiale du cinéma. Ce qu'ils ont trouvé a renforcé une vérité. L'identité de Bruce Lee ne s'est pas arrêtée lorsque les caméras ont cessé de tourner. Sous une lourde bâche se trouvait une calandre noire usée par les intempéries, mais immédiatement reconnaissable. Elle appartenait à Black Beauty, la voiture conduite par Kato, le personnage de Lee, dans The Green Hornet.
Le véhicule d'origine, une berline Imperial Crown de 1966, lourdement modifiée, était entreposé ailleurs. Mais cette grille était un accessoire de secours utilisé pour les gros plans et les photographies promotionnelles. Le ruban adhésif au dos portait encore l'étiquette manuscrite GBK de Front Halt. À côté, une boîte de plaques d'immatriculation. Certaines vierges d'autres utilisées portaient la mention GH Hong Kong Shoot. L'une d'entre elles porte l'inscription DRGN 73 en lettres vertes délavées, et les chercheurs pensent qu'elle a été créée pour une scène de conduite d'Hunter the Dragon qui a été abandonnée. Bien que la scène n'ait pas été retenue pour le montage final, la plaque est restée laissant entrevoir un projet cinématographique qui ne s'est jamais concrétisé. En creusant un peu, on a découvert des polaroïdes décolorés d'une Chevrolet Nova anodine, couverte d'autocollants sur le thème des arts martiaux, avec une affichette faite maison sur la vitre arrière, protégée par le frelon vert. Un étrange crossover probablement conduit autour de Los Angeles, comme une sorte de tactique de guérilla promotionnelle. La voiture elle-même a été retrouvée plus tard rouillant derrière la propriété. Ce qui est apparu clairement, c'est que Bruce ne se contentait pas de jouer dans les scènes de voiture, il les orchestrait. Sur le tournage de Game of Death, il aurait insisté pour choisir lui-même les véhicules de cascade, travaillant avec des coordinateurs pour chorégraphier le moindre crissement de pneus. Il voulait que le mouvement même sur 4 roues reflète le rythme, la discipline et l'intention. Cet état d'esprit s'est transposé dans sa maison. Le garage n'était pas une décharge, c'était un musée personnel. Sur l'un des murs était encadrée une photo en noir et blanc de lui, sur le plateau de tournage du film The Green Hornet, posé nonchalamment contre la beauté noire. En dessous au crayon, la seule voiture que je n'ai pas eu à réparer. Pour ceux qui ne s'attendaient qu'à des muscles-cars ou des importations classiques, ce qu'ils ont trouvé était quelque chose de différent des liens tangibles avec la légende de l'écran. La preuve que les véhicules de Bruce Lee n'étaient pas seulement des accessoires ou des manèges, mais aussi des prolongements de son histoire. Certaines de ces histoires étaient liées à des rumeurs, mais lorsque le garage a été ouvert, tout le monde est resté sans voix, parce que les histoires sont devenues plus que cela, elles sont devenues une réalité visible. Des traces de papier jusqu'à une Rolls-Royce fantôme. Bruce Lee est mort avant d'avoir pu conduire l'un des éléments les plus surprenants de son héritage, une Rolls-Royce. Il n'y a pas de photo connue de lui au volant, ni de livraison confirmée. Pourtant, parmi les objets les plus inattendus trouvés dans son garage après sa mort, il y avait un dossier étiqueté Rolls RR rempli de documents qui laissaient présager quelque chose d'ambitieux. Une berline de luxe qui n'est jamais entrée dans son allée. À l'intérieur du dossier se trouvaient des correspondances de concessionnaires datant du printemps 1973. Une lettre à en-tête gaufrée d'un distributeur Rolls-Royce de la côte ouest confirmait une commande personnalisée, un cabriolet, corniche en or champagne, avec intérieur en cuir crème et garnitures en ronces de noyer. Livraison estimée en août 1973, quelques semaines après la mort de Bruce Lee. Un autre document révèle un dépôt par virement bancaire de 2000 $, soit environ 14 000 $ aujourd'hui, effectué pour garantir le créneau de construction. Les formalités administratives semblaient routinières, mais les implications ne l'étaient pas. Bruce Lee, un homme qui a grandi dans la classe ouvrière de Hong Kong, est sur le point de posséder l'une des voitures les plus exclusives au monde. Pour certains, ce fut un choc. Une Rolls-Royce ne correspondait pas à l'image de l'artiste martial minimaliste et discipliné. Mais pour d'autres, c'était logique. En 1973, Lee était une star internationale, avec de nombreux contrats de cinéma, de publicité et d'affaires en cours. Il était sur le point de franchir une nouvelle étape non seulement dans le domaine du cinéma, mais aussi dans celui du statut. La Rolls n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration. Bruce Lee était arrivé au sommet et il avait l'intention d'y rester. Cela aurait été sa première voiture de luxe britannique, son achat le plus extravagant à ce jour. Mais le véhicule n'a jamais été livré. Sa mort soudaine a tout arrêté.
Les documents sont restés intacts pendant des années, enfouis sous des formulaires d'autorisation et une pile de magazines automobiles. Le garage lui-même est devenu la dernière trace de ce projet non réalisé. Personne n'a annulé la commande. Aucun remboursement n'a jamais été effectué. Le dossier s'est tout simplement arrêté. Et c'est ce qui a rendu la découverte si convaincante. Ce n'était pas seulement une voiture fantôme. C'était un aperçu de ce qui aurait pu être. Une vie différente, une durée de vie plus longue, une présence plus forte à Hollywood. S'il avait vécu, Bruce Lee aurait peut-être été photographié à la sortie d'une Rolls épaule contre épaule avec les stars qui ont un jour douté de lui. Au lieu de cela, il ne restait que la paperasse. Et pour ceux qui ont ouvert ce garage, ces pages silencieuses ont peut-être été la découverte la plus bruyante de toutes. Des outils du matériel d'entraînement et la science de la vitesse. Si les voitures du garage de Bruce Lee révèlent son goût pour la précision et la prestance, c'est le matériel posé sur les bancs latéraux et dans les caisses de stockage qui raconte une histoire plus profonde. Une étagère toujours bien rangée contenait des lampes de chronométrage, des kits de réglage de carburateur et des jauges de pneus. Tous ces outils sont de première qualité. Il ne s'agissait pas de posséder une voiture de façon occasionnelle. Bruce était un homme de terrain. Selon des témoignages familiaux, il aimait modifier lui-même les performances des moteurs, en particulier ceux de sa Mercedes-Benz 350 SL qu'il était connu pour peaufiner régulièrement. Mais à quelques centimètres de ces outils automobiles se trouvait quelque chose d'autre. Des nunchakus, faits sur mesure, des bandes de résistance, avec des notes d'étalonnage écrites à la main et de petits poids gravés des initiales BL. La juxtaposition était frappante. Dans son garage, il ne s'agissait pas seulement de rouler vite. Il s'agissait de mieux bouger. Qu'il s'agisse d'arts martiaux ou de mécanique automobile, Bruce abordait les deux avec la même philosophie. Maîtriser les bases, puis les dépasser. L'une des caisses contenait des dispositifs d'entraînement expérimentaux fabriqués à partir de pièces détachées de voitures. Un amortisseur converti soudé à une plaque de base était étiqueté Grip Test Mark II, à côté des croquis de machines de résistance des membres des années, en avance sur leur temps. Sur l'un des murs était accroché un tableau blanc avec de légères annotations sous des rubriques telles que vitesse, efficacité et contrôle total. La moitié du tableau était consacrée à la mécanique du corps, l'autre moitié les rapports de couple des véhicules. Il était clair que Bruce ne séparait pas ces domaines. Il étudiait avec la même intensité les mouvements d'un corps et les réactions d'une machine. Puis vint quelque chose de plus obscur. Un autocollant froissé collé sur l'aile rouillée d'une vieille Chevrolet Nova garée dans le coin arrière du garage. On pouvait y lire « Protégé par le frelon vert ». C'était à la fois humoristique et énigmatique. S'agissait-il d'une cascade d'un clin d'œil à son personnage de Kato ou simplement d'une plaisanterie privée? Quoi qu'il en soit, il ajoutait de la texture à un espace par ailleurs méthodique. Le garage de Bruce Lee de la vie générale n'était pas une collection passive. C'était un atelier, un laboratoire, un dojo avec un bloc moteur. Tout ce qui s'y trouvait était le reflet d'un esprit constamment en train de tester, de peaufiner et d'essayer à nouveau. Pour un homme obsédé par le mouvement humain ou mécanique, les outils qu'il a laissés derrière lui étaient plus que des restes. Ce sont les traces d'un processus, d'un système, d'une recherche de quelque chose de plus rapide, de meilleur, de plus raffiné. Pas seulement dans la rue, mais en lui-même. Le temps a passé depuis que le garage de Bruce Lee a été ouvert, mais ce qu'on y a trouvé continue d'attiser la curiosité. Non pas en raison de sa valeur financière, bien que certaines pièces soient probablement inestimables, mais pour ce qu'elles révèlent de l'homme qui se cache derrière la légende. Ce n'était pas le garage d'un collectionneur célèbre. Il n'y avait pas de rangée de voitures exotiques polies comme dans les salles d'exposition. Il n'y avait pas d'étalage prétentieux. Au lieu de cela, il en est ressorti un espace profondément personnel qui reflétait le monde intérieur de Bruce Lee. Il s'agit en partie d'une performance, en partie d'une expérimentation, en partie d'une rébellion. La Mercedes-Benz 350 SL rouge n'était pas simplement une belle voiture. C'était l'expression calculée d'un statut dans un secteur qui remettait constamment en question sa valeur. L'achat avorté d'une Porsche
nous a montré qu'il préférait le contrôle à la tendance. La commande de la Rolls-Royce, dont il est question dans la rumeur, a révélé la direction qu'il croyait prendre, celle de la haute société hollywoodienne. Non pas en tant qu'invité, mais en tant que père. Puis, il y a eu des découvertes plus subtiles, les poids personnalisés, l'équipement d'entraînement, les notes de l'atelier. Tous ces éléments témoignent d'un homme qui n'a pas d'interrupteur. Le garage de Bruce Lee n'était pas l'endroit où il s'échappait du monde. C'est là qu'il a construit des outils pour y faire face. C'est peut-être la raison pour laquelle la note manuscrite « J'ai tout laissé derrière moi » résonne si fortement. Il savait ce qu'il faisait. Il a laissé une trace intentionnelle ou non. Et aujourd'hui, cette trace est étudiée comme une écriture. Chaque voiture, chaque outil, chaque schéma maculé ou post-it griffonné ajoute une ligne à l'histoire plus vaste de la personne que Bruce Lee était en train de devenir. C'est la force durable de ce qui a été découverte après sa mort. Pas le flash, mais le cadre. Pas seulement la vitesse, mais la direction. Aujourd'hui encore, ceux qui ont vu de près le contenu de son garage ont du mal à expliquer pourquoi il frappe si fort. C'est peut-être parce que nous avons rarement l'occasion de voir des légendes à l'œuvre. En pause, incomplète, avec des boulons dévissés et des idées à l'état d'ébauche. C'est peut-être parce que nous avons vu le produit fini à l'écran, mais ici nous avons vu le sol de l'usine. Ou peut-être est-ce que simplement parce que Bruce Lee avait comme toujours 10 longueurs d'avance. Le garage n'a jamais été une simple affaire de véhicule. C'était une question de mouvement, que ce soit à travers l'espace, le statut ou la philosophie. Ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas une collection. C'était un élan. Si Bruce Lee avait vécu, à quoi ressemblerait sa collection de voitures aujourd'hui? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.